Alors on enchaîne et on finit, ou presque, puisqu'on aura peut-être quand même un temps d'échange, c'est important pour finir, pour essayer de synthétiser ces 2 journées. Voilà, et revenir sur quelques éléments. Donc tout d'abord, les organisateurs et organisatrices de ces 2 journées nous avaient organisé ceci en se posant des questions dans 4 champs, celui de l'industrie du futur, du travail des managers, des nouvelles organisations du travail, des questions que ça pose, et puis enfin des enjeux de formation. Ce que l'on a constaté, c'est qu'autour de ces 4 grandes thématiques, on se rend compte que, on confirme que la question des TMS et de leur prévention est une question que l'on retrouve dans de nombreux domaines professionnels, que ce soit le BTP, l'industrie, l'agroalimentaire, le secteur tertiaire. Et également, ce que l'on constate, c'est que sur ces 2 journées, plus que du travail du futur, et Flore Barcellini nous a bien rappelé que c'était davantage un projet de politique publique qu'un concept en lui-même, plus que donc du travail du futur. Ce qui nous a intéressés durant ces 2 journées, me semble-t-il, c'est plutôt la question du devenir du travail en tant qu'activité. C'est-à-dire une activité qui est située dans le temps et l'espace, dans un maintenant qui nous engage dans une prise en compte du présent et non pas dans un simple, on va dire, moment fugace dans un flux qui ne s'arrêterait jamais. C'est aussi une activité qui se nourrit des expériences individuelles et collectives, et plusieurs présentations l'ont bien souligné, et encore une activité qui est orientée vers le futur du travail, un horizon d'attente à court terme, dans la journée, l'heure, etc., mais aussi à plus long terme sur celui des parcours. Alors, pour essayer de mettre en perspective les différentes présentations, j'ai identifié 3 thématiques, on va dire, sur lesquelles je vous propose de revenir. La première, c'est celle des éléments et peut-être un certain nombre de communs qui potentiellement font ressource pour l'intervention. La deuxième thématique, c'est celle des modèles actuels de la prévention, et ça permettra de poursuivre le questionnement que nous a proposé Fabrice. Et puis le dernier, c'est le positionnement de cette question de prévention dans le travail, et notamment, est-ce que la prévention, c'est un des étages du millefeuille du travail, ou est-ce que c'est autre chose? Et si c'est autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc je reviens sur le premier élément, sur ce qui semble faire ressource ici autour de ces 2 journées pour l'intervention dans le champ de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il me semble que on a pu identifier un certain nombre de connaissances partagées, peut-être un peu implicites, notamment pour les novices ou les ergonomes en formation. Et donc, il me semblait intéressant peut-être de rebalayer ces communs. Le premier de ces communs, c'est que les TMS ne sont pas seulement une histoire d'angles articulaires et des formes musculaires, mais relèvent de la construction des gestes professionnels efficients. Donc ça, Pascal Simonet et Adriana Savescu l'ont bien présenté aujourd'hui, et puis d'autres, notamment je pense aux travaux importants de Catherine Chassin dans ce domaine-là, qui effectivement soulignent ces questions-là. Deuxième élément qui me semble partagé, c'est que les TMS ne sont pas seulement dépendants de facteurs biomécaniques, mais relèvent d'éléments multifactoriels, et que pour ces raisons-là, il est important de mobiliser un certain nombre d'acteurs dans des approches pluridisciplinaires, ce qui est le troisième élément, me semble-t-il, partagé. Ce qui veut dire que la pluridisciplinarité, elle vaut pour les autres, mais aussi, elle vaut aussi pour les ergonomes. Et donc, c'est important aussi que les ergonomes sachent travailler en pluridisciplinarité.
Quatrième élément, il me semble aussi que le traitement de ces questions-là eh bien, ne peut pas se satisfaire d'approches explicatives, causalistes ou expertes. Et là, Aurélie Landry, hier matin, nous l'a bien rappelé, mais suppose des approches compréhensives et systémiques. Et là encore, par exemple, la présentation d'Aude Cuny-Guerrier hier a parfaitement illustré ces questions-là. Avant-dernier élément qu'il me semble important aussi de rappeler, c'est que dans ces approches sur la prévention des TMS, ce n'est pas l'individu qui est à mettre au centre du modèle, mais c'est bien le travail, la tâche et l'activité, et donc aussi le sens du travail dans tout cela. Et puis enfin, les actions que l'on mène ne relèvent pas seulement des seules solutions techniques. Et là, Flore Barcellini, Aurélie Landry, hier, nous l'ont bien rappelé, mais qu'elles nécessitent eh bien, d'embarquer les personnes, les collectifs de travail, les organisations et les politiques publiques. Et que c'est dans l'articulation de ces différentes, finalement, échelles d'action que pourrait se gagner cette bataille autour des troubles musculo-squelettiques. Alors, tout ceci est très bien documenté dans un ouvrage que vous avez à disposition ici, qui s'intitule notamment « Prescrit d'évaluation des interventions en santé au travail », qui a été coordonné par Dominique Chouanière, avec un certain nombre d'auteurs qui sont dans la salle. Voilà, et donc je pense que ça vaut le coup, si vous ne l'avez pas, si vous ne connaissez pas, de vous le procurer. Mais ce que je souhaitais souligner, c'est que si peut-être dans cette salle, on peut faire l'hypothèse que l'ensemble de ces éléments qui peuvent être considérés comme des principes font socle commun, eh bien, il me semble que dans les milieux professionnels et les milieux de travail dans lesquels nous intervenons en tant qu'ergonomes, ceci est beaucoup moins évident, et que donc, dans le travail au quotidien d'intervention que nous avons à mener, il est nécessaire très régulièrement de faire œuvre de pédagogie dans l'intervention pour rappeler ou pour permettre d'avancer sur ces questions-là avec les acteurs et les parties prenantes de ces situations. Voilà, donc ça me semblait important peut-être pour les personnes qui sont en formation de souligner que, voilà, si ici ça relève potentiellement d'évidence, dans l'intervention et dans le travail que nous avons à faire au quotidien, ça n'en est que très rarement, ce ne sont que très rarement des évidences. Le second point que je voulais aborder avec vous, c'est celui donc des modèles actuels de prévention que l'on a pu là aussi identifier à partir des différentes présentations qui ont pu être faites. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des modèles qui sont endossés par les personnes qui ont présenté, mais ça peut être aussi des manières dont les présentations ont rendu compte de ce qui se passait sur le terrain sur ces questions-là. Donc ces modèles, évidemment, sont le plus souvent très implicites dans les situations de travail, mais par contre marquent à la fois la possibilité que l'on a d'intervenir et la manière dont on peut s'y prendre pour intervenir. Donc on peut identifier 4 grands types de modèles aujourd'hui à l'œuvre, on va dire, dans le champ de la prévention de la santé au travail d'une manière générale, des troubles musculo-squelettiques en particulier, que je vais tenter ici d'illustrer. Le premier modèle est celui de quand il est trop tard, c'est le modèle de la réparation, où il s'agit effectivement d'indemniser et de reconnaître une invalidité liée à une activité professionnelle. C'est un modèle qui, au final, de prévention qui exclut les personnes du travail et qui induit des coûts pour les entreprises non négligeables. C'est ce que nous ont rappelé Alexandre Morel et Éric Fortineau hier, en soulignant qu'effectivement l'entreprise dans laquelle ils intervenaient avait des coûts non négligeables sur ces questions-là. Et j'imagine que ça fait écho à beaucoup d'autres interventions que vous avez pu mener sur ces questions-là. Le second modèle, c'est le modèle de la compensation. Ici, eh bien, on va compenser une reconnaissance d'un travail qui possiblement use
par un certain nombre d'actions. Alors ça peut être des primes qui font qu'effectivement on compense financièrement des usures potentielles d'un travail qui fait mal, des temps de travail avec des jours de congés supplémentaires ou des systèmes de fini-parti comme il en a été question hier chez les Reapers, ou des départs anticipés en retraite pour justement métiers pénibles. Ce sont évidemment des modèles de prévention par la compensation qui peuvent soulager un certain nombre de personnes. Et comme l'a rappelé Fabrice, cette question de contribuer à soulager est une question importante, bien sûr, pour les personnes au quotidien. Mais à moyen et long terme, ce sont souvent des modèles qui, finalement, renforcent les atteintes à la santé. Il s'agit finalement de mettre en balance les questions de santé et de travail. Le troisième modèle est celui du modèle de la prévention par l'augmentation. Et donc là, on pense à tout ce qui relève des aides à la manutention, des exosquelettes, des cobots, des assistances cognitives, qui, comme l'ont rappelé là aussi Aurélie Landry et Flore Barcellini hier, eh bien, viennent suppléer un certain nombre de systèmes sociotechniques qui ne permettent pas aux personnes de réaliser leur travail dans de bonnes conditions. Et donc ici, on a un modèle aussi du travail derrière qui est un système technique surdimensionné et que l'on conserve comme surdimensionné tout en le sachant parce qu'on n'a pas les effectifs, parce qu'on n'a pas les moyens matériels, etc. Et que l'on vient finalement gérer en mettant en place ce modèle de la prévention par l'augmentation humaine. Alors ces trois premiers modèles, me semble-t-il, renvoient à un modèle du travail qui est forcément pénible a priori et qui use fatalement. Et renvoient à un modèle de la santé qui est celui d'un capital que chaque personne a à sa naissance et qui s'épuise au fil des années et au fil des atteintes successives du travail sur la santé. Dans ces trois modèles-là, la personne subit. La personne est défaillante, fragile, et il s'agit de la suppléer, de la surveiller, de la compenser. Ces trois approches sont de manière prédominante des approches très individualisantes de la prévention de la santé au travail et des troubles musculo-squelettiques en particulier. Le quatrième modèle, que l'on a vu assez partiellement là aujourd'hui et qui existe quand même aussi fortement dans les entreprises, c'est le modèle de la substitution. Alors c'est un modèle qui propose une réponse collective et non pas une réponse individuelle le plus souvent, et qui vise à remplacer, par exemple par l'automatisation, on remplace les humains par des automates, à externaliser ou à délocaliser. Et alors dans ce modèle, le travail est souvent déprécié, simplifié, pour pouvoir justement être fait par une machine, par exemple. Et les questions de santé sont invisibilisées, déportées à l'échelle d'un territoire, par la fermeture d'une usine, par la délocalisation dans d'autres territoires, voire sur d'autres continents. Et les personnes, donc, ici, sont mises à distance du travail. C'est la solution pour la prévention de la santé et potentiellement des troubles musculo-squelettiques. Alors ces quatre modèles, vous le voyez bien, posent quand même un certain nombre de questions et interrogent les ergonomes que nous sommes sur la manière dont on peut intervenir et dont on peut réfléchir à ces questions-là. Ils ont quand même montré leur efficacité pour réduire les risques à un niveau individuel et collectif, pour prendre en charge un certain nombre de dommages à un niveau individuel. Et donc, ils sont utiles finalement pour faire de la prévention secondaire et tertiaire dans un certain nombre de cas. Mais il me semble qu'ils montrent leurs limites finalement sur le versant de la prévention primaire, puisqu'on le rappelle, encore aujourd'hui, les maladies professionnelles sont pour 80% des troubles musculo-squelettiques en France, et que de nombreuses personnes travaillent au quotidien en ressentant des gênes, des douleurs articulaires qui rendent plus difficile, voire incertain, leur activité au quotidien.
Ce qui m'amène à mon troisième temps. C'est bon, chef? Très bien. Mon troisième temps sur comment aborder cette question de la prévention. Est-ce que la prévention est un étage d'un millefeuille de strates du travail ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Autrement dit, est-ce que quand on intervient, on vise la santé, sécurité au travail ou est-ce qu'on vise le travail en santé et sécurité? Alors, il me semble que si on s'en tient à la première option, on intervient pour la santé, sécurité au travail, on peut très vite se retrouver dans la situation qu'a décrite Karine Chassin hier après-midi et être taxé d'empêcheur de travailler, notamment du fait de la diversité et de la variabilité des situations de travail qui ne sont jamais complètement réglées et qui sont toujours pourvoyeuses d'aléas, hein, on le sait. Donc évidemment, si on arrive avec un certain nombre de règles, de normes, etc., en santé et sécurité, et qu'on s'en tient à ça, eh bien, ça devient vite limitant. Et puis également, du fait de la diversité et de la variabilité des populations au travail, voilà, et je fais référence à la présentation faite ce matin par Sandrine Caroli et Marie-M Vajor sur ces questions-là, donc je ne développe pas, mais je pense qu'elles ont bien montré ces éléments-là et leur importance. Si on s'empare du travail sur l'autre versant, celui du travail en santé, alors au sens très large du terme, hein, c'est-à-dire aussi en santé et en compétences et en sécurité, alors il me semble que d'autres leviers de prévention peuvent se faire jour. On l'a vu hier, par exemple, dans les présentations autour du travail des managers, alors notamment les présentations d'Aude Cuny-Guerrier, de Karine Chassin, mais aussi d'Alexandre Morel et Éric Fortineau. Dans ces présentations, le travail au quotidien des managers est davantage ce travail en santé et en sécurité, il me semble en tout cas. Parce que ces managers, comme il nous l'a été dit, hein, n'ont pas la place pour autre chose, et que déjà leur millefeuille des objectifs à tenir ne leur permet pas de rajouter une strate de plus qui serait celle de la prévention de ceci ou de cela. Et puis parce que ce qu'on leur demande au titre de la prévention de la santé et sécurité, sur le reporting, sur le rappel des règles, sur les 5 minutes d'échauffement aussi, si on pense aussi au travail de Kathleen Troussier, eh bien ces éléments-là n'ont souvent pas de sens et, comme il a été dit, sont abandonnés rapidement. Donc à ce sujet, sur ces questions du travail en santé et en sécurité, je voulais aussi faire référence à deux autres travaux auxquels j'ai eu l'occasion de contribuer, hein, sur notamment la thèse de Lucie Reboul, et je vous renvoie à un article là, qui est paru en 2023 sur non pas le rôle de médiateur des managers, mais sur le travail des managers comme activité de médiation entre différents antagonismes, notamment sur les buts que l'on a dans le travail, les temporalités, mais aussi les antagonismes sociaux entre contrôle et autonomie, pour faire vite. Et puis je vous renvoie aussi à une communication que nous avions faite avec Vincent Bocara et puis deux collègues de la SNCF, mais aussi aux travaux de Laetitia Flammard dans les mêmes domaines, sur la manière dont les managers s'emparent justement de ces questions de sécurité en tentant d'articuler les enjeux RH, performance, sécurité dans la programmation des chantiers, donc dans leur travail au quotidien, qui est le leur, et le suivi de ces chantiers auprès de leurs subalternes. Alors cette activité-là, qui vise et ce travail en santé et en sécurité, il me semble mérite d'être soutenu à tous les niveaux de l'entreprise pour ouvrir justement vers d'autres modalités de prévention. Et il me semble que c'est ce que j'ai cru voir dans un certain nombre de présentations. Les présentations ce matin de Damien Cromer et Antoine Bonnemain, la présentation hier aussi de Pascal Girardot et Kathleen Troussier qui invite à considérer justement cette période d'échauffement comme un travail à part entière et faisant partie du travail à part entière. Et également, cet après-midi, les présentations de Dorothée Mallet, de Pascal Simonet à Adriana Savescu sur ces questions-là.
Et pour avancer sur cette voie, il me semblerait intéressant, possiblement, de revenir sur... J'ai plus... Ouais, 2 minutes. Oui, ok. De revenir sur les 3 principaux facteurs qui définissent finalement un système productif, que sont le travail, le capital et la technique. Alors, d'une manière générale, vous pourrez constater que finalement, quand on aborde les systèmes productifs par ces 3 termes, eh bien, le capital rapporte ou se doit de le faire. Le travail coûte, forcément, et donc doit être le moins coûteux possible. Et la technique est nécessaire pour nous sauver justement du coût du travail, quel que soit son coût. Et donc, on est prêt à acheter des machines, des systèmes technologiques qui sont à des sommes exorbitantes, mais on n'est pas prêt à garder des effectifs forcément parce que ce coût-là, visiblement, n'est pas acceptable. Alors cette approche, me semble-t-il, des systèmes productifs, alors même si évidemment elle fait débat, elle semble très implantée dans les milieux professionnels et elle semble relativement efficace dans l'ici et maintenant, qui vise à tenir les enjeux du travail et de la performance. Mais lorsqu'on s'intéresse aux enjeux de durée et de durabilité, qui sont des enjeux quand même aujourd'hui importants, eh bien, ça marche moins bien. Alors, pour finir, il me semble que ces enjeux du développement durable, dont on a peu parlé là, ces 2 journées, mais qui me semblent importants pour justement envisager le devenir du travail, eh bien, cette question de la durabilité me semble être à intégrer pour s'emparer des questions de prévention. Et que c'est peut-être une manière, justement, de revoir les modèles de prévention qui permettent, finalement, d'appréhender les choses autrement. Alors, pour appréhender ces choses autrement, je me base notamment sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Pierre Kay, qui a édité un ouvrage qui s'appelle « Durée ». Et dans cet ouvrage, il propose de se pencher sur le travail en tant qu'œuvre de maintenance, c'est-à-dire d'en prendre soin à la fois des choses, des processus. Et là, par exemple, je pense au processus de dressage des sardines dans les boîtes sur la chaîne de production dont on a parlé hier, qui est un prendre soin important, mais aussi de prendre soin des personnes. Et cette manière de penser le travail comme œuvre de maintenance permet de relier les générations et permet d'associer ces questions de travail aux questions de transmission d'un patrimoine. Cette ouverture donc vers un autre modèle de la prévention basée potentiellement sur la transmission permettrait d'appréhender ces questions-là autrement, me semble-t-il, notamment en considérant un modèle productif non pas comme un capital, mais comme un patrimoine à maintenir et transmettre, d'un modèle du travail qui n'est pas fatalement pénible, mais qui doit être soutenable et sur lesquels eh bien, il faut essayer de réfléchir aux conditions de sa soutenabilité, un modèle qui embarque les personnes et donc qui permette de tenir les dimensions collectives de la prévention, et un modèle qui s'inscrit dans les temps plus longs de la construction des savoirs et des savoir-faire efficients pour tenir conjointement et dans un même temps les enjeux de santé et de travail et donc d'un travail soutenable. Voilà, je vous remercie.